Bonjour et bienvenue pour la 3e épisode de notre podcast Off the Record. Bonjour, de quoi parlons-nous aujourd'hui, Dashi? De l'erreur, ou plutôt de la culture de l'erreur, un sujet très important. Très cool, je m'en réjouis beaucoup. Et nous avons aussi un invité passionnant aujourd'hui, Jörn Hard, CFO de Siemens Suisse. Je suis content que tu sois là. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Dashi, bonjour Ere, je suis heureux d'être ici. Jörn, depuis combien de temps es-tu chez Siemens? Oh, j'ai fêté mes 25 ans il y a un an. Cela fait 26 ans que je suis chez Siemens. Tu connais donc très très bien l'entreprise. Siemens, c'est toute ma vie professionnelle, c'est comme ça. C'est passionnant. Nous voulons parler avec toi du thème de la culture de l'erreur. Comment expliquerais-tu la culture de l'erreur ? Je trouve passionnant de participer à ce podcast. Mais, pour être honnête, je n'aime pas réellement l'expression « culture de l'erreur », car le terme « erreur » a toujours une connotation négative. C'est perçu comme un écart défavorable par rapport à un résultat souhaité, ce que l'on pourrait qualifier d'idéal. Pour moi, la vraie question ne porte pas tant sur la culture de l'erreur en soi, mais plutôt sur la nature de notre culture et comment nous percevons les erreurs. Personnellement, je pense que l'accent devrait être mis sur la création d'une culture qui considère les erreurs comme utiles et possède une perception positive à leur égard. Ainsi, la véritable question concerne la nature de la culture que nous instaurons pour gérer les erreurs. En effet, il est primordial de mon point de vue d'avoir une culture qui met en avant le positif en premier lieu. Si, par exemple, nous nous concentrons sur les aspects positifs en considérant le verre à moitié plein et donnant notre confiance dès le départ, nous évitons de créer des barrières et nous offrons aux individus une véritable opportunité de grandir. En accordant notre confiance, nous favorisons également un sentiment d'appartenance et nous créons un environnement propice à l'épanouissement personnel. Si nous apprécions ce qui est positif, nous avons d'ores et déjà créé un cadre dans lequel il est parfaitement possible de gérer les erreurs de manière constructive. C'est la raison pour laquelle, à mes yeux, la culture de l'erreur n'est autre qu'une composante d'une culture plus globale basée sur l'ouverture et la confiance. Pourquoi penses-tu que les erreurs sont importantes dans une culture d'entreprise? Oui, les erreurs, elles font partie intégrante du changement dans la vie. Ce phénomène débute à l'échelle de l'organisme où tout continue de se développer, avec certaines cellules qui se multiplient et d'autres qui meurent. Ce principe est également applicable au monde de l'entreprise, de même que dans le cadre privé. Selon ma perspective, il est essentiel de réfléchir aux nombreuses erreurs à éviter. Ces erreurs peuvent aller des petites négligences du quotidien, comme lorsque je pousse mal mon plateau dans le chariot à la cantine et que tout tombe en se cassant, à des incidents plus graves, tels qu'une vis qui tombe dans une machine de production, entraînant l'arrêt de celle-ci et des dégâts conséquents. Les erreurs peuvent aussi prendre la forme de décisions majeures prises en pleine conscience lorsque nous pesons les options A et B pour trouver la meilleure solution. Parfois, je suis incapable de déterminer celle qui serait la plus appropriée. Finalement, nous faisons un choix et nous nous retrouvons parfois dans une situation où il s'avère que nous avons fait le mauvais choix. Il existe donc des erreurs à petite échelle, d'autres à grande échelle, et elles peuvent affecter aussi bien la vie professionnelle que la vie privée. Tu as dit qu'il était important de vivre la culture de l'erreur comme partie intégrante d'une culture d'entreprise. Que faut-il pour que l'on puisse la vivre? Je pense que c'est très étroitement lié à que nous ayons une culture dans laquelle nous avons une pensée très positive tout d'abord et que nous sommes empathiques les uns envers les autres et créer ainsi un espace pour des choses courageuses, pour la curiosité, pour l'expérimentation. Cela signifie donc que ce que nous disons aussi chez Siemens, avoir ce growth mindset, la croissance personnelle et le thème de l'empowerment, que nous renforçons l'individu et de donner le pouvoir de faire des choses. C'est une base merveilleuse pour vivre cette culture de l'erreur. Et comment pouvons-nous créer cet environnement de faire des erreurs, donc de faire bouger les choses, de donner du pouvoir, ce que tu viens de dire, de créer un environnement, de motiver aussi et d'expérimenter, donc de faire des erreurs aussi. Je pense personnellement que la sécurité émotionnelle est essentielle dans un environnement de travail. Tout d'abord, il est important d'avoir une sensation de sécurité et de protection, car cela permet de travailler dans un climat de confiance. Nous devons aussi ressentir un sentiment d'appartenance où nous sommes ensemble, solidaires, en tant qu'individus. Les erreurs doivent être considérées comme des opportunités de grandir et non comme des éléments extérieurs qui menacent notre sentiment d'appartenance. En tant que groupe, nous devons être solidaires et ressembler cet arrière-plan négatif. Les leaders ont un rôle crucial à jouer dans la création de cet environnement de sécurité émotionnelle et de renforcement mutuel. Ils doivent montrer l'exemple en reconnaissant leurs propres erreurs et en les rendant publiques. Il est également essentiel de maintenir un équilibre entre reconnaître les erreurs et apprécier les succès.
Nous devons nous réjouir de ce qui fonctionne bien et intégrer cela dans notre culture de direction, afin que nous ayons la liberté de faire des erreurs de temps en temps en nous sentant à l'aise. Même si les erreurs représentent peut-être 10% de nos actions, nous devons pleinement apprécier les 90% positifs de notre travail. Ce mélange de sécurité émotionnelle, d'appartenance et d'appréciation est essentiel pour créer un climat de travail productif et épanouissant. Dans le dernier sondage SGES, 73% des collaborateurs de Siemens Suisse ont déclaré qu'ils se sentaient encouragés à essayer de nouvelles choses. Est-ce que cela suffit ? Eh bien, nous avons toujours dit que les erreurs sont avant tout des opportunités d'apprentissage pour chacun individuellement, mais aussi pour nous en tant qu'entreprise, et c'est aussi notre ligne de vie pour créer des innovations et pour continuer à réussir en tant qu'entreprise. Il est donc extrêmement important que nous essayions constamment de nouvelles choses et que nous soyons courageux. 73%, c'est ce que je trouve pour l'instant pas si mal. Cela dépend aussi des différents rôles. Il y a des rôles qui ont un degré d'innovation nettement plus élevé et une tolérance à l'erreur nettement plus élevée. Et il y a aussi des rôles où l'on peut, dans le domaine de la sécurité, on ne veut faire aucun compromis. Dans le domaine de la conformité, on veut faire 0 compromis. Cela signifie qu'il faut bien peser le pour et le contre. Aucune entreprise ne devrait être à 100%, alors tout n'est pas non plus en ordre. Mais oui, je pense que nous pouvons encore faire plus, que nous puissions maintenir cette approche positive avec les possibilités d'amélioration et les erreurs à grande échelle. C'est le cas dans la culture de direction. C'est aussi dans l'état d'esprit de chacun d'entre nous certainement pertinent. Je sais que tu as le goût de l'expérimentation. Comment procèdes-tu dans un bar lorsque tu veux essayer quelque chose de nouveau ? Comment te décides-tu là-bas ? Eh bien, alors j'aime essayer de nouvelles choses, que ce soit dans le domaine culinaire, dans des restaurants ou même dans un bar. Mais je n'ai pas forcément toujours une stratégie très claire. Parfois, c'est un moment spontané, où l'on se dit « Bon, qu'est-ce qu'il y a sur la carte ? Qu'est-ce qui a l'air bon ?» On s'inspire des autres, qui ont déjà essayé quelque chose avant moi. Et la plupart du temps, ça naît d'une manière ou d'une autre, dans l'interaction sociale pour moi, que l'on essaie une fois une nouvelle voie. Bien sûr, comme tous nos autres invités, tu nous as gentiment apporté ta bière préférée. Je suis curieux de savoir quelle est cette bière. Pourrais-tu nous en parler, s'il te plaît ? Oui, je dois souligner le talent créatif dont vous avez fait preuve en suggérant que chaque invité apporte une bière. D'ailleurs, il se trouve que j'ai récemment découvert une bière tout à fait unique à Naxos. J'ai l'habitude de me rendre fréquemment sur cette île et il y a quelques jours, j'étais sur la plage, dans la taverne de mon ami Manolis. C'est à ce moment-là qu'il m'a fait part de cette nouveauté. Un ami à lui a entrepris de brasser des bières plutôt intéressantes à Naxos. Et nous avons ici avec nous une Naxos Fresh Ale, fabriquée à la main. À mon avis, il ne doit exister que quelques bouteilles en dehors de Naxos, car elles ne sont pas destinées à l'exportation, ni même au supermarché. Afin de vous les faire parvenir, j'ai dû faire preuve d'efforts considérables, enregistrant une valise spécialement dédiée à cette tâche. Et maintenant, nous pouvons les déguster immédiatement, n'est-ce pas ? Cette Naxos Fresh Ale, créée artisanalement, est plutôt bonne à mon goût. Cependant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais lorsque l'on est à la plage ou dans le sud, les saveurs des boissons ont tendance à être légèrement différentes de celles que nous connaissons en Suisse. C'est pourquoi il est important de découvrir le goût de cette bière ici. Oui, quittons maintenant le bar et retournons à notre travail quotidien. Dans quelle mesure es-tu enclin à expérimenter au travail ? Je dirais que je suis totalement ouvert à de nouvelles approches. Est-ce que j'ai en permanence, tous les jours, une nouvelle expérience en cours ? Non, mais c'est aussi souvent la manière de comment on communique entre nous, quelle nouvelle plateforme on essaie. Ce podcast est aussi un exemple. Je veux dire que nous, en tant qu'entreprise, et nous aussi avec nous-mêmes ici à Siemens en Suisse à la direction, nous essayons de temps en temps quelque chose de nouveau. Et je pense personnellement qu'il est préférable d'être à l'avant-garde d'un changement. Un exemple concret, chez Siemens en Suisse, nous avons décidé d'accorder client zéro pour SherpaX. C'est le plus grand projet de transformation et de transformation des processus chez Siemens, où nous nous préparons complètement à ce dont nous avons besoin pour traiter les affaires de demain, harmonisées et standardisées au niveau mondial. Et si nous, Siemens Suisse, faisons cela en premier, alors nous allons définitivement pas la voie la plus facile, mais je crois que nous suivons une voie que nous pouvons réaliser, où nous apportons quelque chose à Siemens, mais qui nous apporte aussi quelque chose. C'est définitivement pas toujours facile. Les choses peuvent parfois mal tourner, peuvent aussi demander beaucoup d'énergie. Mais c'est un exemple que j'ai fortement introduit,
que nous avons ici en tant que First in Kind le premier, pour ainsi dire, aborder ce thème. Et aussi à petite échelle et aussi dans la vie privée, il faut toujours veiller à que l'on puisse à nouveau essayer un nouveau hobby, faire quelque chose de différent, où on n'est encore jamais allé, va dans un restaurant, où on n'est jamais allé et visiter un nouveau pays. Je pense que cela rend la vie vaut aussi la peine d'être vécue. Jörn, un CFO a-t-il le droit de faire des erreurs? Il le doit, sans aucun doute. Je dirais que chacun d'entre nous, si nous ne faisons jamais d'erreurs, alors nous n'allons jamais de notre zone de confort. Alors nous ne sortons jamais dans un chemin de croissance personnelle. La question est de savoir quelles sont les erreurs que l'on commet et aussi où on les fait. Il est clair qu'il y a des choses, il y a une tolérance zéro, je viens de le dire. Nous aurons toujours nos livres et des enregistrements clean. Nous serons toujours conformes. Nous devons toujours nous assurer que notre entreprise soit gérée conformément aux lignes directrices. Au sein du conseil d'administration, il y a bien sûr des cas, mais bien sûr dans le domaine personnel, on essaie toujours de nouvelles choses et on fait parfois des erreurs. Et on en tire des leçons. La main sur le cœur. Qui fait le plus d'erreurs, Gerd ou toi? Tout d'abord, je dois dire que je ne voudrais jamais parler des erreurs commises par Gerd. En réalité, il n'en fait quasiment pas. De plus, nous ne les comptons pas. Je pense plutôt que ce qui importe le plus, c'est comment nous gérons les choses et ce que nous faisons pour créer un environnement propice. Ces prétendues erreurs ne sont en réalité pas de réelles erreurs. Pour moi, l'essentiel est de savoir comment nous gérons ce qui se présente à nous. Quelles sont les hypothèses sur lesquelles nous nous appuyons pour prendre des décisions? C'est la même chose en ce qui concerne notre direction. En ce qui concerne les petites décisions, il est toujours bon de réfléchir brièvement avant de se lancer, mais une fois là-dessus, nous pouvons être très spontanés et trancher rapidement. Et si quelque chose tourne mal, nous avons la possibilité de changer notre orientation en un jour et le dommage est alors minime. Mais en ce qui concerne les grandes décisions, celles que Gerd et moi, bien sûr, devons prendre, leurs conséquences sont très importantes. Même dans mon dernier emploi chez Siemens, au siège social, je me suis rendu compte qu'une fois que Siemens Corporate prenait de grandes décisions, qu'il s'agisse d'un accord de fusion-acquisition ou autre chose du genre, après coup, il était possible de constater que la décision prise n'était peut-être pas la bonne, voire certainement pas la bonne. Ceci, c'est donc quelque chose que nous ne nous contentons pas de faire, mais nous faisons en prenant en compte les hypothèses les plus conscientes afin de définir les possibilités et d'en tirer une décision finale. C'est ce que j'apprécie dans notre collaboration avec Gerd. Nous n'avons pas à nous asseoir et à tergiverser indéfiniment pour prendre une décision. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'âne de Buridan. C'est une sorte de parabole philosophique, un paradoxe inhabituel. L'histoire dit que si un âne se tient devant une écuelle d'eau à gauche et une énorme botte de foin à droite, et qu'il est également assoiffé et affamé, alors il ne peut se décider entre les deux et finit par mourir de soif. Rien n'est donc gagné. C'est pourquoi il est souvent essentiel, face à l'incertitude, de prendre une décision et de faire quelque chose plutôt que de rester sur place. Et entre Gerd et moi, c'est comme ça que cela se passe. Nous discutons des choses, nous considérons souvent les choses avec la distance nécessaire et avec un brin d'humour. Nous réfléchissons à l'impact sur les personnes, les conséquences pour nos clients, nos collaborateurs. Je pense que c'est une approche tout à fait saine de prendre des décisions et de la culture de la décision, du moins selon ma perception. Par conséquent, nous ne nous inquiétons pas de compter nos erreurs, mais plutôt de réfléchir à comment continuer et prendre des décisions. Oui, tu le dis, les erreurs sont importantes. Mais pourtant, beaucoup n'osent pas faire d'erreurs ou les reconnaître. À quoi cela est-il dû? Tout d'abord, il faut mentionner qu'il y a une stigmatisation si prononcée que les erreurs sont généralement considérées avec une connotation négative. Et cela peut déjà commencer dès l'enfance en nous, car nous avons été conditionnés. Lorsqu'un enfant naît, il est d'abord totalement neutre. Il n'y a pas de bien ni de mal. Donc si quand il se met à pleuvoir, l'adulte dit peut-être « Oh merde, il pleut ». Le maraîcher dit peut-être « Waouh, super, il pleut, mes légumes poussent » et l'enfant sort tout simplement et joue. Et c'est ainsi qu'il vit dans le présent. Il est là, tel qu'il est. Mais lorsque nous devenons naturellement adultes, on nous dit souvent aussi que nous n'avons pas le droit de faire des erreurs. C'est en partie intégré dans les systèmes scolaires et ainsi de suite. C'est donc déjà bien enraciné. C'est pourquoi j'ai mentionné au début que j'appréciais le terme « culture de l'erreur » pas vraiment. Car le mot « erreur » a simplement une connotation négative. C'est pourquoi cela peut être une raison pour laquelle nous devons simplement parler des erreurs avec prudence. Je ne fais pas d'erreur. Et puis, il y a souvent aussi la culture qui joue un rôle, ce qui se passe dans notre environnement.
Si tous les messieurs et madame veulent être parfaits et 100% corrects, alors nous entrons dans un système. Et c'est pourquoi il est important de ne pas se contenter de se développer individuellement, mais aussi d'être ouvert à l'ensemble, d'avoir le courage d'expérimenter, tout en créant un environnement dans l'entreprise où les dirigeants jouent un rôle important pour prévenir ces erreurs et surtout pour les considérer comme telles. Il s'agit essentiellement d'opportunités d'apprentissage, d'opportunités de croissance personnelle. Et c'est ce que nous avons réussi à faire chez Siemens, comme je l'ai mentionné, dans certains domaines, mais pas partout encore. Je suis également convaincu que de nombreuses personnes se demandent quelle est l'utilité de ce changement de culture, de cette culture de l'erreur et de cette obligation incessante de changer. Pourtant, tout fonctionnait parfaitement jusqu'à présent. Je veux dire, il y a quelque temps déjà, nous l'avions également abordé dans notre webcast. Nous avions également évoqué ce sujet. Les dernières 20 années ont été fructueuses et couronnées de succès. Alors pourquoi devrais-je m'adapter et changer maintenant ? Certes, il y a du vrai dans cette affirmation, car nous avons toujours besoin des deux types de profils au sein de l'entreprise. Nous avons besoin de personnes expérimentées, familières, avec les comportements des 20 dernières années, qui ont connu de nombreux succès. Mais nous avons également besoin de personnes qui apportent de nouvelles idées. Selon moi, il s'agit d'un mélange subtil entre stabilité et évolution, plutôt qu'une révolution. Nous devons donc ici faire preuve d'ambidextrie, afin de gérer avec succès les deux mondes. Pour ma part, le thème des erreurs et du courage est étroitement lié à cette approche expérimentale. J'essaierai donc d'expliquer aux gens que jusqu'à présent tout s'est bien passé, mais je les emmènerai également dans cette aventure. Nous avons tout à gagner en apprenant ensemble, en adoptant une culture de l'ouverture. De cette façon, le travail sera plus agréable et nous obtiendrons de meilleurs résultats. J'essaierai donc d'utiliser des exemples positifs pour convaincre afin de créer une base positive pour tous. Cependant, certains collègues seront peut-être réticents et diront « Non, je ne veux pas commettre d'erreur ». Et cela n'est pas forcément mauvais en soi. Après tout, personne ne souhaite refaire 2 fois la même erreur. Je ne blâmerai donc personne s'il préfère ne pas se lancer dans de nouvelles tendances par peur de faire des erreurs. Toutefois, il est essentiel de se rappeler qu'une entreprise a besoin d'une diversité de comportements pour être solide et prospère. C'est cela qui nous rend forts. Et le mot-clé, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Errer, faisons-nous des erreurs ? Oui, bien sûr, toujours. Et nous les célébrons aussi dans notre team. Nous sommes fiers, en particulier de nos erreurs, dont nous pouvons évidemment tirer des leçons. Parlons maintenant des Failure Awards, ou plus directement des Fuck Up Nights. Es-tu familier avec ces formats ? J'en ai souvent entendu parler, mais je n'ai jamais encore eu l'occasion d'y participer. Je suis au courant que vous le pratiquez au sein de votre équipe. À mon avis, ce qui rend ces distinctions particulières, c'est leur caractère révélateur de discussion, et leur présentation empreinte d'autodérision et d'acceptation, car il est tout à fait normal de commettre des erreurs. Je suis fermement convaincu que les erreurs sont aussi une source de progression. En partageant nos échecs, nous suscitons des échanges, et nous veillons ainsi à ne pas répéter les mêmes erreurs. Je ne peux qu'être d'accord avec tout cela. C'est que c'est une chose, et je peux tout à fait m'imaginer que nous disions que nous célébrons les erreurs, et que beaucoup de gens disent alors « Ah oui, tout cela semble tout à fait génial. » Mais cette façon de se tenir debout, de se présenter, de le faire de manière transparente, de dire les erreurs et surtout les leçons que nous en avons tirées, mais il est également important de communiquer avec l'équipe et d'échanger des idées à ce sujet. Que peut-on faire de mieux ? Et comment sommes-nous parvenus à cette situation ? Quelle est la meilleure façon de se soutenir mutuellement au sein de l'équipe ? Afin de pouvoir également définir la structure, cela signifie non seulement comme un modèle de rôle de la structure, mais aussi en tant qu'équipe, afin de conserver sa signification. Nous devons constamment nous soutenir mutuellement, être autorisés à commettre des erreurs et avoir le droit de discuter de celles-ci et d'apprendre ensemble. Nous avons aussi l'effet de team building, qui ne doit pas être négligé, c'est très important. Je trouve ça plutôt bien. Je trouve aussi que c'est tout simplement un beau thème. Que l'on s'ouvre, que l'on se montre vulnérable, et si on le fait, on espère que les autres le feront aussi. Et il en résulte une toute autre base de confiance, sur laquelle on peut faire beaucoup, beaucoup plus. Le temps passe incroyablement vite, c'est tout simplement impressionnant. Nous pourrions continuer à discuter de ce sujet pendant des heures encore. Est-ce qu'il y a une erreur dont tu es particulièrement fier ? Une erreur qui t'a énormément appris ou qui t'a fait beaucoup progresser ? Je ne peux pas dire qu'il y ait une expérience marquante en particulier pour moi, mais ce qui me vient à l'esprit est comment j'ai progressé dans mon rôle de direction.
Au cours des premières années de ma carrière, j'avais tendance à être celle qui pensait tout savoir mieux que personne, qui prenait un contrôle fort et coordonnait tout de manière intensive. Tout passait par moi. J'étais donc très compétente en ce qui concerne les faits. À un moment donné, j'ai appris à me concentrer sur les personnes plutôt que sur les tâches. Connecter avec les individus et ne pas seulement poser des questions est devenu une philosophie que je me suis fixée il y a environ 10 ans. Mais ce qui est arrivé en partie, c'est que cela m'a également permis de travailler étroitement avec les gens tout en leur laissant une certaine liberté. C'est également bénéfique car cela correspond au principe d'autonomisation. En tant que cadre, j'ai permis aux collaborateurs de prendre la scène en main. Mais ce qui en est ressorti, c'est qu'en partie, cela a été perçu par l'équipe comme une attitude de laisser faire. Tu commences à adopter une approche dans laquelle tu connais la meilleure solution et tu nous laisses en équipe suffisamment d'espace pour trouver la solution par nous-mêmes. Tu raccourcis donc le chemin, parfois même pour nous. Cela a certainement été une phase importante dans les dernières années, pas seulement ici en Suisse, mais aussi avant d'arriver en Suisse, où j'ai acquis cette expérience. Il faut trouver un juste équilibre. Quand est-ce que l'on prend les commandes? Quand faut-il garder le contrôle? Quand faut-il guider l'équipe de manière plus stricte? Et quand faut-il laisser l'équipe complètement autonome avec leur espace de possibilités? Et je pense que sur mon parcours, j'ai maintenant une bonne compréhension de comment équilibrer cela. J'en suis plutôt fier d'avoir commis des erreurs des deux côtés en ayant un contrôle excessif et un laisser-faire excessif. C'est grâce à cela que j'ai trouvé ma voie. Bien sûr, ce n'est pas la seule expérience marquante, mais c'est quelque chose qui a laissé une empreinte sur moi. Très bien. Et pour clore la discussion, aurais-tu un précieux conseil à nous partager à tous? Tout d'abord, il est vraiment bon que nous parlions de parler de manière aussi approfondie. De mon point de vue, ce ne sont pas les erreurs qui sont au premier plan, mais la culture dans son ensemble. Créons une culture qui part d'abord du positif, dans laquelle les erreurs trouvent leur place. Et mon conseil est, commencez par la confiance. Donnez à vos collègues, aux membres de votre équipe, à votre entourage beaucoup de confiance pour que nous essayions quelque chose de nouveau et ainsi grandir personnellement. Et au final, nous espérons avoir plus de plaisir. Une très belle conclusion. Comme je l'ai dit, nous pourrions encore en parler pendant des heures. Merci d'avoir été avec nous. Et je pense que cette discussion montre aussi que le sujet est très important. Oui, merci beaucoup de m'avoir permis d'être là. C'était un plaisir. Je suis impatient de connaître la suite de la série de podcasts. Et maintenant, nous allons prendre une dernière gorgée de bière Naxos, n'est-ce pas? À la vôtre. Au revoir, à la prochaine fois. Au revoir.